Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise. N'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leurs succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre 5e épisode de Contribution, le podcast pour faire sa différence. C'est notre épisode de rentrée et à cette occasion, je voulais vous proposer un échange autour du thème rebondir. Alors il y a beaucoup de choses autour de tout ça. Septembre, c'est un mois de reprise, de redémarrage. Les enfants découvrent chaque année un nouvel univers dans une nouvelle classe avec des cahiers tout beaux, tout neufs et du matériel tout propre. C'est l'occasion pour eux de se projeter dans une nouvelle année pleine de promesses. Et pour nous les adultes, c'est parfois un petit peu plus difficile de vivre les choses avec cette légèreté d'enfant parce que nous avons des responsabilités et la vie nous demande bien évidemment d'assumer les conséquences de nos actes. Donc c'est parfois complexe de s'autoriser à peut-être à envisager de changer de métier lorsqu'on ne sait pas forcément, lorsqu'on se trouve pas forcément à la bonne place, ou bien de faire évoluer sa carrière. Pour aborder ce sujet, j'ai souhaité faire appel à Nancy Boire pour plusieurs raisons. Nancy, j'ai rencontré il y a peut-être une bonne quinzaine d'années maintenant, je pense. Je pense 15 ans, je dirais. Et c'était dans un réseau de vente directe dans lequel on a évolué toutes les deux, mais sans jamais travailler ensemble directement. On s'est toujours croisés et vu évoluer chacune de notre côté. Nancy, c'est une businesswoman pleine de créativité, de bon goût. Et ce que j'apprécie particulièrement chez toi, Nancy, c'est ce mélange subtil entre rigueur et fun. Donc, je te souhaite la bienvenue et merci de m'accorder du temps pour cet épisode de contribution. Eh bien, bonjour Sabrina, merci beaucoup surtout à toi de m'accueillir sur ce podcast. Je n'y attendais pas et je suis je suis ravie. Merci. Bienvenue. Ouais, j'étais très impatiente de notre entretien. Pour tout dire, c'est pour dire aux auditeurs, on a prévu ça hier soir. Donc c'est fait, c'est très naturellement qu'on va s'adresser à vous pour cette entrevue, on va dire, parce que moi j'étais très impatiente pour tout un tas de raisons et notamment parce que tu as un parcours professionnel très riche. Et ce que je te propose, c'est que tu puisses nous en parler pour démarrer. Ça va permettre de te présenter plus concrètement et puis qu'on commence à engager notre petite conversation. Ok. Je vais me présenter déjà personnellement. Je viens de fêter mes 45 ans. J'ai 2 grands-enfants. Ça y est, la dernière a quitté le nid pour ses études à la fac. Je suis mariée à Willy. On est ensemble depuis bientôt, dans quelques jours, 28 ans. Et notre vie est une succession de rebondissements plus épiques les uns que les autres. Et si je reviens sur le professionnel, effectivement, quand tu m'as demandé d'y réfléchir, hier j'ai posé 2-3 mots et je me suis dit waouh, si j'explique ça, c'est vrai qu'à chaque fois les yeux sont écarquillés parce que j'ai commencé ma vie professionnelle assez tôt. Parce que les études me poursuivaient plus que moi je ne les poursuivais. J'étais pas mauvaise élève en soi, mais je voulais gagner ma vie, je voulais être indépendante, je voulais être libre, ne plus avoir, même si j'adore mes parents, je ne voulais plus avoir leur regard sur moi. Et pourtant, j'ai choisi la même carrière qu'eux puisque j'ai commencé par l'armée. J'ai été militaire pendant 10 ans, ce qui m'a permis quand même de partir très vite de la maison, de faire des études et à l'intérieur même de l'armée, j'étais dans l'informatique. Ça a été passionnant parce que j'ai été formée à un métier.
je conseille ce genre enfin, c'était presque comme un apprentissage. Et voilà, dans l'informatique. Et après, j'ai formé, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment de création de logiciels, j'allais dans les ports différents, dans les différents services pour former les gens à ce nouveau logiciel. Et ça a été ma première confrontation au public et à l'être humain en général, avec toutes ces contradictions. C'est on veut que ça change, on veut que ça change. Ah ouais, mais là, ça a changé. Et donc, à 22, 23 ans, il a fallu que j'acquière une certaine pédagogie pour l'accompagnement. Et ça a été fondateur dans cette partie-là. Mais au bout de 10 ans, je m'ennuyais un petit peu. Mon mari était très souvent absent. J'avais déjà 2 enfants. À 22 et 26 ans, j'avais mes 2 enfants. Et mon mari était... on a fait une statistique sur les 15 premières années. Il était 8 mois de l'année en mer. Donc, j'étais très souvent seule. Et, et comme tu l'as dit, enfin, j'ai beaucoup d'idées tout le temps. Et j'ai eu la chance de croiser la route du marketing de réseau, à ce moment-là que je ne connaissais absolument pas. Et l'espoir est apparu. C'est-à-dire que là où je commençais à m'éteindre, à me dire, bon, bah, tu vas finir ta vie. C'était chouette, hein, l'armée, j'ai adoré ça. Hein, mais j'étais plus très en phase avec les valeurs de professionnalisation. Moi, je m'étais engagée... Je peux le dire, hein, pour mon pays, vraiment. Aujourd'hui, si on me dit il faut reprendre les armes, ok, c'est toujours au fond de moi. Mais le marketing de réseau a eu ce nouvel élan qui m'a subjuguée dans le sens où, en faisant la même chose, c'est-à-dire en me formant et en formant les gens, j'allais pouvoir réaliser certains rêves qui étaient pour le moment inaccessibles à ce moment-là, et j'allais aider d'autres personnes à le faire. Et donc pas simplement les accompagner au changement, mais vraiment participer à leur changement, fêter des victoires, etc. Et ça m'a conquise dans le sens où j'ai très très rapidement compris que c'était un véhicule et pas une fin en soi, et que ça allait me permettre de réaliser plein de choses. Ça a été 15 années extraordinaires. Je suis restée 15 ans dans cette industrie avec beaucoup de bonheur, comme dans toutes les facettes de ma vie, des hauts et des bas. Hein. On réussit pas tout ce qu'on entreprend. Et à chaque fois, je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme, parce que s'il n'y a pas d'enthousiasme, je me lasse et je m'en vais. Donc ça a été très très rapide, et très rapidement, je veux dire, j'ai su que ça allait être le job de ma vie, vraiment. Et j'en ai encore la conviction aujourd'hui, bien que je l'ai quitté, ça a été vraiment le job de ma vie qui répondait le plus, qui cochait le plus de cases. Être avec des gens, participer au succès. Le succès, à mon âge, n'a plus la même valeur que quand j'avais 30 ans, mais enfin n'a plus la même signification, mais j'ai pu évoluer avec ça. Voyager, ça c'était vraiment important dans ma vie, chose que je ne fais plus depuis 2 ans. Alors pour d'autres raisons, on y reviendra peut-être, mais vraiment ça cochait toutes les cases, et j'avais la vie dont j'avais toujours rêvé. Le strass, les paillettes, d'un côté parce que c'est ce qui m'attirait dans le succès à l'époque. Ma définition du succès, c'était belle bagnole, belle baraque, Louboutin et robe en strass. Voilà, ça c'était la partie visible de l'iceberg. Et ce qui me subjuguait, c'était l'intensité du travail qu'on pouvait faire personnellement et avec les autres. C'est-à-dire que on m'a rapidement demandé d'intervenir sur tout un tas de sujets. Et ça demandait une telle implication personnelle pour ne pas défaillir devant les autres, que c'est les moments où j'ai le plus appris sur l'entrepreneuriat, sur ma faculté à ne pas gérer les émotions à l'époque. C'était un très long apprentissage, mais ça a été vraiment une partie de ma vie. Quand j'y repense, moi je pense en couleur et en odeur et en goût. C'était festif, c'était coloré, c'était brillant, et c'était je sais pas comment l'imager, mais on était en groupe, on était ensemble. Il y avait une espèce de cohésion que je n'ai retrouvée ailleurs, même pas dans l'armée, où on est très très soudés. C'était quelque chose de bien différent. En parallèle, quand même, parce que comme je te le disais, là, pour moi, c'était un outil.
Ça m'a permis de reprendre mes études, de démarrer un rêve de petite fille qui était d'ouvrir ma pâtisserie à l'époque. Euh, et ça, j'aurais jamais pu le faire si j'avais été dans un travail classique, ou alors ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que là, il me fallait quand même du temps. Et c'est moi qui gérais mon agenda grâce au marketing de réseau. Et j'ai ouvert ma pâtisserie en parallèle, concept store, voilà, avec plein de choses. Donc ça a été une première aventure dans ce monde de la gourmandise qui s'est assez vite fermée puisque ça a duré 3 ans et demi pour des raisons diverses. La principale étant que le pont d'accès à ma ville était fermé en fonction des températures. Donc c'était très aléatoire et ça demandait aux gens, au lieu de faire 3 kilomètres, d'en faire 33 pour venir chercher une tarte au citron meringuée ou assister à un cours. Ça a compliqué un petit peu les choses. Et, euh, et puis peut-être aussi que j'étais finalement pas faite pour avoir une structure physique. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais dans un monde immatériel. J'étais très penchée déjà sur tout ce qui était Internet, réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que d'avoir une structure dans laquelle, alors c'était chouette, hein, on tourne la clé le matin, c'est nous qui l'avons fait et tout ça, mais bon, bah, il faut attendre quand même hein, toute la journée. Les gens qui passent, on peut pas aller plus les chercher que par les réseaux ou par la publicité. Et ça, c'était quelque chose qui me manquait quand même un peu. Donc ça s'est arrêté. J'ai repris à 100%. J'aime pas dire 1000% parce qu'on peut pas être au-delà de 100. Enfin, mais j'étais vraiment à 100% après dans le marketing de réseau avec Willy qui m'avait rejoint dans l'affaire et ça a été des moments très joyeux et très durs aussi parce que travailler en couple, c'était encore un nouveau rebondissement. C'était un nouvel apprentissage. Mais ça a été formateur aussi pour nous deux. Ça nous a permis d'aller chercher des solutions dans les bouquins, dans la discussion, dans plein de choses. Et puis ça s'est arrêté pour une multitude de raisons qui me sont personnelles et qui pour le coup vraiment me sont personnelles et sur lesquelles, enfin, j'ai pas envie de m'étendre là. Si, voilà. Mais ça m'a, voilà. C'est une décision qui a été extrêmement difficile à prendre parce qu'il a fallu que je la prenne, la décision. Ça n'a pas été une fin annoncée, ça n'a pas été une fin, voilà, d'abandon ou quoi que ce soit. Ça a été une décision qu'il a fallu que je prenne en mon âme et conscience. Et ça a été extrêmement pénible, difficile, au niveau familial, au niveau personnel, au niveau des équipes que j'avais accompagnées aussi, au niveau des gens avec lesquels je m'étais engagée. Voilà. Et il y a eu une espèce de flou artistique monumental pendant plusieurs mois, presque un an. Et depuis le début d'année, ah si, il y a eu quand même une autre... pendant ce flou artistique, ah bah si, c'est important quand même, j'allais passer à autre chose, mais pendant ce flou artistique où j'ai entendu une phrase, en fait, vous savez, on a toujours une phrase qui déclenche quelque chose en nous, une émotion, quelque chose. Et il y a eu une phrase qui était t'es peut-être pas si compétente que ça. Et, et ça a été au bout de 15 ans, ça a été très compliqué d'entendre ça. Alors au début, je me suis un peu victimisée, j'avoue. Je me suis dit oui, pourquoi on me dit ça et tout. Et puis ouais, ça a été ça. Pendant 3 semaines, un mois, vraiment, je comprenais pas, j'étais toute triste. Voilà, c'était moi la victime. Et en fait, euh, j'ai un combat qui est assez féministe quand même depuis toujours. Je m'en suis jamais cachée sur la place de la femme dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général, dans l'espace public aussi. Et je me suis dit, si tu es réaliste, tu peux pas être une victime. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et là, j'ai commencé à écrire. C'était pendant le confinement. Hein. Cette phrase-là a été dite pendant enfin, moi, je l'ai prise comme une espèce de claque pendant le confinement. Et j'ai commencé avec des cahiers. J'ai des cahiers partout, tout le temps, qui m'accompagnent. Et j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais fait ces 25 dernières années dans ma vie professionnelle,
et notamment dans les 15 dernières années en fait de marketing de réseau. Et voilà. Et je me suis dit, ah bah non, quand même, je sais faire beaucoup de choses. Je l'ai prouvé, j'ai eu des résultats. Et du coup, j'ai monté un programme de coaching, d'accompagnement pour femmes entrepreneurs ou femmes désirant entreprendre, et qui s'appelait Queen of Bees. Et, euh, et qui a été un petit côté salvateur parce que en même temps que j'écrivais ce programme, je renforçais ma confiance en moi, je renforçais mon aptitude à démarrer un business personnel aussi. Je refondais je refondais mes fondations, je ne sais pas si ça se dit, mais je reconstruisais vraiment tout ce qui était un peu chancelant dans ma vie à ce moment-là. Et une fois que j'ai vraiment écrit, normalement, quand on est infopreneur, on n'écrit pas, hein, c'est son programme avant, on essaye de le proposer, puis on l'écrit au fur et à mesure. Là, j'en avais écrit quand même beaucoup pour être bien sûr de ce que j'allais proposer. Et on a créé une communauté des Queens avec plein de choses. C'était extraordinaire. Et voilà. Et ça, c'était avant que je prenne la fameuse décision finale de quitter le marketing de réseau. Il y a eu un trou, on en parlera peut-être, mais je ne sais pas s'il faut qu'on en parle. Mais peut-être que, en fait, aller au fond du trou, ça m'a permis de rebondir puisque c'est le thème. À chaque fois que j'ai dû prendre des décisions difficiles, à ce moment-là, j'ai fait des petites mini déprimes, hein, des petites à quoi ça sert et tout ça. Là, j'ai fait une dépression, une vraie, une vraie de vraie. Je ne m'y attendais pas, je n'ai pas compris tout de suite. Il a fallu que je me fasse aider médicalement, être suivie, expliquer aussi aux gens qui m'aiment ce qui m'arrivait, parce que avant que je le comprenne moi, les gens, parce que c'est tellement pas dans ma nature en fait que, que tout le monde était un peu surpris. Et, euh, et ça m'a permis de lâcher prise d'une force incroyable. Et je m'en suis rendu compte que je lâchais prise quand j'ai commencé à faire des pompons pour Noël. Parce qu'en fait, j'ai repris vie en faisant des activités de centre aéré sans m'en rendre compte pour préparer Noël. Et je passais mes journées à faire des lutins. Donc toi qui connais Willy et ceux qui connaissent Willy, il ne disait rien. Et il avait les yeux écarquillés le soir quand je lui présentais mes petits lutins. Et c'était très étonnant. Et j'ai commencé à refaire des gâteaux. Un peu comme pour ceux qui ont vu Grey's Anatomy, elle faisait des muffins et des cupcakes. Moi, j'ai commencé à faire des sablés décorés, mais par centaines. Vraiment beaucoup, il y en avait partout dans la cuisine. Donc, je les ai emballés, je les ai offerts à Noël. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'après la fermeture de ma pâtisserie en 2015, pendant 4 ans, je n'ai pas fait de gâteau. Le premier 4 quarts que j'ai fait au bout de 4 ans, je l'ai raté. Le deuxième aussi. Pour, pour te dire que quand c'est fini, pour moi, c'est fini. Enfin, vraiment, je n'y arrivais plus. Et là, j'ai refait ces gâteaux et ça a tellement plu qu'on en a redemandé. Et là, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic au moment où j'ai repris mon cahier de nouveau et j'ai fait un business plan. Je me suis dit, OK, des biscuits, c'est sympa, je m'éclate. Est-ce que je peux en vivre? Et oui, j'ai vu que oui. Et ça a été important. En fait, il faut faire attention aux signes qui sont à l'extérieur parce que quand on n'est pas bien, quand on tourne en rond, et même quand on a un job hein, qui nous plaît mais qu'on en a fait le tour, qu'on voit qu'on y va plus à reculons, qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, il faut faire attention aux petits signes. Le marketing de réseau, j'ai fait attention au fait d'être invité une première fois, une deuxième fois, et de me dire bon, qu'est-ce que tu perds à part une demi-heure de ton temps. Dans la pâtisserie, pareil. En fait, tout ça, ça a été une succession de signes qu'il faut entendre. Hein, il faut être prêt à les entendre. Et depuis 7 mois maintenant, je m'éclate à faire exactement ce que je faisais avec ma pâtisserie, mais sans local, pour le moment sans salarié, donc avec les horaires que je veux, et sur un business model qui me permet de garder tous mes week-ends, les fêtes en famille, parce que tout ce que je produis, je ne le produis que sur commande, et je le produis, donc il faut que je le livre avant les événements, et pas le jour même de l'événement. C'est-à-dire que je ne travaille que des produits qui se gardent, et un minimum de temps.
ce qui me permet de réunir un petit peu toutes les cases qui s'étaient décochées les unes après les autres depuis 2 ans. Et, euh, et voilà, voilà, j'ai essayé de résumer mon parcours professionnel. Ben, c'est hyper intéressant. Moi, alors j'aime beaucoup tout ce que tu dis, faire attention aux signes. Moi, quand je dis ça, en général, les gens me prennent pour une folle parce que les signes, on n'est pas toujours prêt à les voir, on n'est pas toujours prêt à apprendre à les interpréter aussi. Et voilà, prendre une décision, c'est accepter de voir les signes qui te sont présentés, parfois plusieurs fois. Et plus ils se présentent, plus c'est souvent dans la douleur. Et qu'à un moment, il faut les accepter et faire un choix à partir de ça. Donc, c'est sûr que c'est un parcours très riche. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est à chaque fois, tu vas utiliser ce que tu as appris dans ta première expérience, on peut dire dans l'armée, la rigueur et tout ça, la formation, tout ça, tu vas le recalquer dans le marketing de réseau et en faire une force. Et puis, tu vas aussi après tout réutiliser dans, j'imagine, le fait d'avoir une pâtisserie avec un local et tout ça, c'est de structurer un business. Voilà, donc hyper intéressant, très riche comme parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers la pâtisserie? Parce que tu pars quand même d'une carrière à la base très structurée dans l'armée, assez loin, je pense, de l'univers créatif de la pâtisserie haute couture, j'imagine. En tout cas, qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin de la pâtisserie? Alors la pâtisserie depuis toute petite, c'était mon dada, c'est-à-dire que voilà, des petites filles, mon premier gâteau ça a été une reine de Saba. Ma maman cuisine extrêmement bien. Elle nous a toujours montré ce qu'elle faisait. Et puis avec mes sœurs, j'ai 2 petites sœurs, on faisait des repas. Voilà, ça, on faisait des repas, on mettait la table et moi je m'occupais souvent du dessert. Ce qui a été fondateur, parce que vraiment, j'y repensais et je me disais, mais comment je me suis arrivée là? C'est marrant que tu me poses la question parce qu'en fait, c'est un voyage avec le marketing de réseau où j'ai rencontré Nicolas au Canada, qui fait que je suis passée devant toutes ces vitrines de gâteaux improbables, hein. En France, on trouvait pas ça, de cake design, de monstrueux gâteaux vraiment extrêmement travaillés et monstrueux au goût, hein, faut être très honnête. Moi, je les ai goûtés parce que ça m'intéressait beaucoup. Euh, C'était vraiment pas, en tout cas, c'était pas à mon palais. C'était très très riche, très sucré, très très gras, parce que la crème c'est pas du beurre, c'est du Crisco, enfin, ce qui est l'équivalent de la végétaline quand même en France. C'est assez fou. Enfin, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin de ça pour les crèmes au beurre de là-bas. Et ce qui m'a amené à la pâtisserie, ça a été la jonction de cet événement-là, qui a été vraiment un déclic dans ma tête, de me dire, c'est ça que je veux amener en France, je veux me différencier et je veux amener quelque chose. Parce qu'en parallèle, ça faisait déjà 5-6 mois que je donnais des cours pour les enfants. Moi, je m'étais occupée de la bibliothèque pour la primaire de l'école de mes enfants. On était arrivé dans une nouvelle région après avoir vécu dans le sud. On s'est retrouvé dans dans le centre de la France, je veux dire. Je connaissais personne et il fallait, il n'y a pas de meilleur contacteur que l'enfant en général. Et donc, pour rencontrer les parents, je m'étais inscrite à la bibliothèque et je me suis rendu compte que dans les activités proposées, il n'y avait que du sport et assez peu de choses manuelles ou voilà, il y avait un peu de théâtre aussi, mais il n'y avait pas de choses manuelles. Et moi, mes enfants adoraient faire des gâteaux avec moi, donc j'ai proposé à leurs copains de faire des ateliers pâtisserie. La mairie m'a beaucoup aidée à ce moment-là, m'a prêté une salle, ça s'est vraiment développé. Tous les mercredis après-midi, on faisait des cours avec les enfants, c'était extraordinaire. Et puis les mamans ont voulu leur cours à elles. Voilà, et ça s'est enchaîné. Et pour ouvrir une pâtisserie, il fallait que je passe un diplôme pour pouvoir vendre mes gâteaux parce que naturellement, les gens voulaient apprendre, mais ils font une fois et puis après, ils aiment bien acheter à la personne qui leur a montré. Donc j'ai passé mon CAP pâtisserie en candidat libre, le plus difficile des diplômes que j'ai passé, hein, faut le savoir, parce que je me suis entraînée dans ma cuisine et que j'ai découvert tout et que j'étais avec des gamins qui m'ont fait gentiment remarquer que je pouvais être leur mère lors de l'examen. Et avec toute la candeur qu'ils ont, hein, c'était magnifique. Et
voilà, et quand j'ai réfléchi à la boutique que je voulais proposer, je voulais vraiment un concept store. Je l'avais réfléchi à l'époque comme une franchise. Parce que j'étais dans le marketing de réseau et que la démultiplication faisait partie de mon ADN. Je traitais d'ailleurs mes salariés comme, enfin, en horizontal, on prenait les décisions ensemble. En tout cas, on discutait énormément. C'est vrai qu'à la fin, c'était moi qui devais prendre l'engagement, bien sûr, financier, mais on était une équipe. Et la pâtisserie, pour en faire mon métier, ça a été vraiment ce coin, je sais pas comment on dit, cette rencontre entre le fait de pratiquer et le fait d'aller chercher des idées sur le terrain, en rencontrant des gens, etc. Tu parlais tout à l'heure du fait que du rôle de la femme dans la société, en politique et autres. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, toi, sur ce que ton idéal féminin dans la société d'aujourd'hui? Quelle serait sa place et pourquoi c'est important pour toi? Ah, tu m'emmènes sur un terrain miné. Alors, je vais pas être trop consensuelle, mais je vais pas être non plus. Je suis pas une conquérante. Moi, ce que je cherche, c'est juste une égalité des droits et une égalité dans l'accès euh, à tout en règle générale. J'ai la chance, quelque part, d'être maman d'un garçon et d'une fille et d'avoir pu évaluer en vrai, en live, que inconsciemment, on fait des différences. Inconsciemment, parce qu'on a été élevé comme ça, parce que la société est comme ça. Et du coup, on a essayé vraiment de corriger au fur et à mesure qu'ils ont grandi. J'espère avoir réussi. Je pense que j'ai un fils plus féministe que moi sur certains points et qui me fait remarquer qu'en moi, je peux être aussi à l'inverse, un peu sexiste vis-à-vis des hommes et qui me dit, maman, attention, là, tu vas peut-être un peu loin. L'idéal, ce serait pour moi une femme qui n'a plus peur d'oser dans l'entrepreneuriat, dans son job, de demander une augmentation ou d'affirmer qu'elle est compétente pour ce poste et qu'elle n'a pas à le justifier par autre chose que son travail et ses résultats. Ce serait une femme qui n'a pas peur de marcher dans la rue. Ce serait une femme qui n'a pas peur de s'habiller comme elle veut, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle espère, en quoi elle croit, ce à quoi elle aspire dans sa vie professionnelle et personnelle. C'est une femme qui assume toutes ses incohérences, c'est-à-dire de vouloir être PDG et maman au foyer et super cuisinière et avoir une maison en ordre et être sportive et être en forme et être toujours bien coiffée euh, et qui n'y arrive pas et qu'elle l'assume en se disant ok, ça c'était une phrase que j'utilise beaucoup dans mes coachings qui est tu peux tout avoir mais pas forcément tout en même temps. Il va falloir te focus sur un point en particulier et une fois que tu es à 80-85% et que ça va être un peu en roue libre et que tu vas augmenter, tu vas pouvoir te focaliser sur autre chose. Et mais moi l'idéal de la femme ce serait d'être de, peut-être d'arrêter d'être celle qui fait peur aux hommes, parce que s'il y a toutes ces différences, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une peur qui s'est installée de la femme vengeresse qui voudrait inverser les rôles. Moi, je veux pas du tout inverser les rôles parce qu'on serait plus du tout dans mon idéal à moi. Moi, je voudrais juste que on soit un petit peu peut-être plus au mérite, et moins au sexe, à la couleur de peau, à l'âge, etc. Mais plus voilà à l'expérience, à l'envie, à la motivation. Voilà, ce serait tout ça pour moi. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu as eu besoin de rebondir et que parfois les périodes n'ont pas été simples, les entre-deux. Tu as parlé de déprime, de dépression. Quel a été un peu ce cheminement? Est-ce que tout de suite tu as pris conscience que t'étais vraiment en train de descendre vers voilà, presque toucher le fond et comment t'as perçu ça? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Il me semble que tu l'as dit oui. Voilà, comment on fait pour réussir à lâcher prise et à se dire ok, il faut que je me fasse aider et passer ce cap? Alors,
pour répondre à ta première question, j'ai été dans le déni total. Non, je n'ai rien voulu voir pendant des semaines et des mois, si on parle de la dernière période. Pour toutes les autres, ça a été plus simple. Je savais que j'étais en transition et il a fallu que je rencontre quelque chose qui m'excite, enfin qui me titille, qui me donne un truc plus grand. Là, cette dernière année, j'ai eu l'impression de perdre tout ce en quoi je croyais, tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. En tout cas, j'avais le sentiment d'avoir vraiment tout perdu et il y aurait pas d'issue. En plus, mes enfants étant grands, euh, voilà, il y avait tout un tas de choses. Donc j'ai été dans un déni total et j'ai eu des problèmes de santé qui s'étaient ajoutés à ça avant. Donc je m'étais dit bon, c'est la suite logique. Voilà, c'est pas du tout ça. Voilà, non, vraiment j'étais dans le déni total. Et mon mari m'a dit la même chose que quand j'avais fermé la pâtisserie. Il me dit ok, bon bah tu vas pas juste rien faire jusqu'à la fin de ta vie. Et autant la première fois ça m'avait fait une espèce de sursaut comme ça. Autant la deuxième fois je me suis dit à quoi bon. Et c'est ça qui a été terrible, c'est que là je me suis dit, oh, oh là, ça te ressemble pas. J'ai toujours vraiment 1000 projets en tête et là, j'en avais plus aucun, mais vraiment plus aucun. Après avoir monté mon coaching, Queen of Bees, etc., j'étais allée au bout de ça. Je m'étais prouvé que euh, j'avais des compétences, que j'avais su les transmettre. On avait fini par un week-end entre Queens qui était formidable. J'ai pris cette décision et là, j'ai tenté deux, trois choses, mais sans grande conviction. Et surtout, enfin si avec une conviction, c'est que ça ne m'allait pas du tout. Je sentais, je pressentais que c'était pas la bonne direction. Comment j'ai pris conscience qu'il fallait que je me fasse aider à partir du moment où je me suis rendu compte que ça ne servait plus à rien, que je me disais que faire mon lit j'allais le défaire le soir, que m'habiller, bon à quoi bon, sortir, je sais pas, enfin voilà, manger pourquoi faire. C'était, j'avais plus goût à rien et je sais pas, j'avais une envie phénoménale d'avoir un chien depuis longtemps. Willy était contre. Moi, je fais beaucoup de randonnées et l'année dernière, j'avais fait la Bretagne toute seule. J'avais fait 400 kilomètres au mois d'août à pied, qui m'avait permis quand même de faire le point et de prendre cette décision difficile à prendre. Mais je m'étais fait un petit peu embêter, voilà, une fille seule en short au bord de la plage. Voilà. Bon, ça me faisait pas peur, mais je m'étais dit si j'avais un chien. Et j'ai pris un chien. Et, et ben, c'est comme un enfant, un chien. Faut s'en occuper tout le temps. Faut le sortir enfin, un enfant, t'as pas besoin de le sortir 2 fois par jour, même si c'est mieux, mais un chien, il faut. Ce qui fait que j'étais obligée, en fait, de sortir dans mon quartier, de rencontrer des gens. J'étais obligée de sortir de ma coquille. Donc, j'étais toujours dans le déni. Mais le fait je sais pas, ça devait être une corde qui me raccrochait à la vie quand même, de m'imposer cette contrainte-là, parce que c'est une contrainte hein, d'avoir un animal. Et quand ça a commencé à être compliqué dans ma vie personnelle, je me suis dit là c'est pas possible. Heureusement qu'il y avait eu le marketing de réseau, le développement personnel, et que j'avais compris que quand on est très en colère contre les autres, souvent c'est qu'on est en colère contre soi, que tout ce qu'on incrimine aux autres, souvent, bah, c'est qu'il fallait chercher un peu à l'intérieur. Et ça m'a poussé vers le fait de relire, parce que je prenais du temps, et le fait de choisir une aide vraiment médicale. Je suis allée voir mon médecin qui m'a dirigée vers un autre médecin, etc. Et ça m'a vraiment aidée dans le sens où je me sentais moins seule parce que j'avais vraiment des idées très très noires à ce moment-là. Hein, vraiment, j'avais jamais eu ça de ma vie. Et il m'a dit, j'ai détesté. Je suis désolée s'il écoute un jour ce podcast. J'ai détesté mon thérapeute parce qu'il représentait très exactement tout ce que je déteste chez l'homme avec un petit H. Mais alors, tout, tout, tout était là.
Et je me suis dit, mais ça n'est pas possible que tu te laisses aspirer vers le fond alors que t'es pas multipotentiel parce que ça c'est un truc médical, mais t'es multipossibilité. T'as toute la vie devant toi, t'as plein de cordes à ton arc, refais quelque chose. Mais par contre, il m'avait dit une chose, il m'avait dit faut lâcher prise. Chose que j'avais entendue 1000 fois depuis 20 ans, lâcher prise. J'avais jamais compris ce que c'était. Et j'ai eu la possibilité, c'est vrai, technique de le faire puisque mon mari m'accompagne. Je suis pas seule dans la vie. Je pense que si j'avais été seule, peut-être que ça aurait été plus long, plus compliqué, ou pas. Je me serais peut-être ressaisie plus tôt aussi. Enfin, il y a le pendant, hein, quand on, voilà, je ne sais pas. Mais dans son explication de lâcher prise, il m'a dit, ne réfléchissez pas, faites exactement ce que vous avez envie de faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des pompons. En regardant des TikTok. J'ai voulu faire tous les TikTok de Noël qui passaient par là et les sablés, la gourmandise, en fait, est revenue parce que je suis gourmande de base, hein, que j'aime quand même faire plaisir et c'est ça qui m'a sauvée. Donc, j'ai été vraiment, pour répondre à ta question, en la faisant très courte, je résume, il y a une phase énorme de déni. Je vais bien parce que tout le monde m'a toujours dit que j'étais une fille joyeuse, etc. Donc, je ne peux pas décevoir les gens. Donc, j'ai été dans le déni et je suis restée très, très, très sur moi-même. Il y a eu quelque chose qui m'a tiré, qui m'a sorti de ma zone de confort en prenant ce chien. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu, je sais pas, m'engager à être bénévole pour une association. Je sais pas, quelque chose qui me mettait en inconfort total. Et cette acceptation par la lecture, par le fait de comprendre que tout ce que je ressentais et que je rejetais sur les autres n'était pas les autres, justement, était vraiment à l'intérieur de moi, et d'accepter de me faire aider. Je crois que accepter de se faire aider, ça a été la deuxième décision la plus difficile à prendre. Et, voilà. Et je suis ravie d'avoir duré quand même dans la thérapie, malgré tout. Tout à l'heure, tu parlais de l'évolution que tu as eue par rapport à ce que le succès représente pour toi. Tu as dit, il y a quelques années, c'était strass, paillettes, Louboutin, belle bagnole, belle baraque. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi, le succès? Le succès, c'est d'être aligné avec, alors c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais être aligné, ça définit quand même bien ce que ça veut dire. C'est être sur la même ligne que ce à quoi on aspire, ce qu'on peut donner et ce qu'on peut offrir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut offrir au monde. C'est un peu l'ikigai, dans l'univers japonais. C'est un peu être en accord avec ce qu'on est. Bon, alors ça doit être l'âge aussi, hein, quand on prend de l'âge, quand on rencontre des difficultés personnelles, médicales, professionnelles, qu'on se prend 2-3 baffes dans la figure. Je pense et puis l'âge, il n'y a rien à faire. L'âge, pour une femme où on évite une denrée périmée, soit on l'accepte pas du tout, soit on se débarrasse de plein de choses. Moi, je me rends compte que j'ai perdu un temps fou, mais un temps mais énorme à vouloir plaire aux autres et à me conformer à des dictates que j'avais intégrés, que je trouvais beaux, hein, et que je trouve toujours très très bien. Mais j'ai perdu un temps fou à me trouver moche, alors que quand je regarde les photos d'il y a 10 ans, je me dis, mais je me trouvais moche à l'époque, mais what? Et donc, c'est ce que j'essaye de montrer à mes enfants aujourd'hui, c'est qu'on peut, on peut se défaire de choses sans se priver de rien. Et le succès, effectivement, pour moi, c'était l'argent. Je m'en suis jamais cachée, et c'est pour ça que j'avais quitté mes études. Je voulais gagner de l'argent, je voulais être indépendante, je voulais pouvoir me payer ce que je voulais quand je le voulais, et je l'ai fait. Je l'ai fait, vraiment, je l'ai fait. On a voyagé, on a eu une vie qui, vue de l'extérieur et de l'intérieur, je tiens à le préciser parce que j'ai toujours beaucoup partagé ma vie sur les réseaux, mais ma vie, même s'il y avait des hauts et des bas et que je montrais pas tous les bas, mais ma vie était aussi belle que celle que je montrais. J'ai toujours eu ce sentiment de réaliser quelque chose de couple. Et puis là, aujourd'hui, le succès, il est dans le fait qu'on construise une vie harmonieuse, dans une maison de rêve qu'on avait dessinée. On s'en est rendu compte, je crois que c'était notre deuxième rendez-vous. Ça fait très old school, mais
À notre deuxième rendez-vous, on n'avait pas parlé d'enfants, mais du lieu où on voudrait habiter. Et c'est exactement la maison qu'on est en train de construire. Euh, une maison de famille, une maison pour les amis. Le succès, il va être là. Je te dis pas que le jour où je peux vraiment me réoffrir une super caisse, je le ferai. Vraiment, je le ferai parce que j'adore la vitesse, bien qu'on puisse pas rouler, mais j'adore la puissance. J'aime tout ça. Je mets moins de Louboutin, non pas parce que j'aime plus ça, mais parce que j'ai moins l'occasion de sortir et puis que pour faire des biscuits pas tellement utiles. Mais le succès, il va être dans le fait d'avoir réussi à trouver un équilibre dans ma famille, de voir que mes enfants sont proches alors qu'ils sont de jeunes adultes. Ça va être de voir que j'ai gardé des liens très forts avec des gens au fur et à mesure des années alors qu'on m'a dit que je les perdrais. Euh, le succès, ça va être aussi d'avoir réussi à apprendre beaucoup de choses sur moi, sur les relations humaines au fur et à mesure de mes expériences et de pouvoir en profiter personnellement et en faire profiter d'autres. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, j'ai une capacité à entendre et à avancer malgré le regard de l'autre que je n'avais pas. Et pour moi, ça, c'est un succès que j'imaginais pas être un succès il y a 10 ans ou il y a 15 ans. C'est, le succès est différent. Il est matériel malgré tout. Hein. Je vais pas te cacher que aujourd'hui, sans argent, on n'est rien. Je vois les gens, la difficulté dans laquelle ils sont au quotidien. C'est dur, c'est compliqué. On est dans une société qui n'est pas facile. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y a aussi des solutions pour tous les gens motivés qui veulent apprendre et qui veulent se réinventer. Donc, j'ai un côté très, très humain et j'ai un côté aussi très coup de pied au cul. Enfin, faut pas venir se plaindre 20 fois à moi de la même chose. Parce que si je propose une première solution, une deuxième, une troisième, je vais avoir du mal si on n'a pas au moins tenté l'une des trois, quoi. Je vais paraître absolument horrible, mais le succès, il est dans la volonté de vouloir le faire aussi, quand même. On peut être seul, sans diplôme, sans argent, sans rien. Aujourd'hui, quelqu'un de motivé, et heureusement, en France, ça commence quand même de plus en plus à être commun. Les patrons, par exemple, vont embaucher sur la motivation plus que sur le CV. Peut-être pas partout encore, mais on est aujourd'hui, si on est motivé, si on va réussir. On peut atteindre le succès qu'on vise si on va chercher les opportunités. Tu évoquais tout à l'heure la lecture à plusieurs reprises. On associe souvent marketing de réseau ou marketing relationnel à développement personnel. Si tu avais 3 livres de développement personnel à recommander ou qui t'ont particulièrement marqué, est-ce que tu en aurais à nous citer? Oui. Spécifiquement développement de réseau, enfin développement personnel. Pas forcément développement de réseau, mais plus voilà, qui t'ont marqué toi. Ça peut être des romans aussi, hein, mais voilà, si tu as 3 livres à citer. Celui qui est pareil, hein, très très daté dans les exemples. J'aimerais avoir une version beaucoup plus moderne et pas forcément tournée vers les réseaux, mais et je déteste ce titre en plus, comment se faire des amis, parce que ça n'est pas du tout représentatif de ce qu'il y a dedans. Mais alors enfin, moi, ça ne m'a jamais aidé à me faire des amis. Par contre, ça m'a aidé à me faire des relations en bonne intelligence à partir du moment où l'autre avait envie d'une relation en bonne intelligence aussi. Mais ça m'a permis de mieux comprendre les relations humaines. Ça a été un livre, un vrai livre important que je relis régulièrement pour le sous-titre, hein, comment amener les gens dans une bonne relation. Enfin, je sais plus le sous-titre exact, mais c'est ça. Le deuxième qu'il faudrait que je relise quand même parce que ça reste mon point faible, même si je me suis énormément, j'ai énormément évolué, ça a été Avaler le crapaud. Parce que j'avais une tendance à la procrastination qui était terrible, qui est beaucoup moins forte maintenant, mais alors, je pense que ça a été mon frein le plus important dans tous les business que j'ai fait. Ça a été la procrastination. Et moi particulièrement dans la procrastination, maintenant, le seul point qui me reste dans la procrastination, c'est la procrastination administrative.
Donc, la procrastination, c'est voilà, avaler le crapaud, faire ce qui est le plus compliqué pour soi en début de journée et ne plus y penser, démarrer par ce qui est le plus dur et planifier. Voilà, ça a été ce bouquin-là. Et puis, j'arrive pas, je l'ai offert mais des dizaines de fois. L'importance du petit pas, c'est Ah, l'effet cumulé? l'effet cumulé. Merci Sabrina. L'effet cumulé. Je l'ai offert je pense à tous les gens proches de moi. C'est vraiment un bouquin qui m'a fait comprendre qu'on pouvait tout avoir à partir du moment où on s'y mettait un petit peu chaque jour et mais qu'on pouvait pas tout avoir non plus en même temps. On pouvait pas mettre toute son énergie dans tous les business en même temps ou c'est compliqué de vouloir perdre 10 kilos, de vouloir lire 15 livres par an, monter un business rentable, élever ses enfants exactement comme on l'avait imaginé, avoir un couple parfait, enfin tout ça en même temps, c'est pas possible de démarrer tout ça en même temps. On peut avoir tout en même temps, mais au bout d'un moment, quand on y a mis un petit effort après un petit effort, un petit effort. Ça a été vraiment le bouquin qui m'a fait comprendre ça et qui m'a évité de m'éparpiller dans 10 pistes à la fois. Ce qui fait que maintenant, tout ce que je fais, je vais au bout et je le réussis. Avec des moments d'échec, mais chaque échec m'a permis de monter une marche. Et alors, si on te donnait l'opportunité de tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu referais exactement la même chose ou est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans ton parcours ou je sais pas, on te dit on repart à zéro, qu'est-ce que tu ne ferais pas ou est-ce que tu ferais exactement la même chose pour être la personne que tu es aujourd'hui? Bah, si je change quelque chose, je ne suis pas la personne d'aujourd'hui, donc c'est compliqué. Pendant des années, j'ai voulu être un homme. Pendant des années, je me suis dit, si je devais refaire, je voudrais être un homme. Je voudrais naître homme. Je devais naître homme, je devais m'appeler David. À l'échographie, ils avaient vu que j'étais un garçon et pas du tout. Et je pense que je l'ai porté un peu comme ça toute ma vie. Et j'ai voulu être un homme, c'est-à-dire que j'ai fait un métier dit d'homme, militaire. Puis le marketing de réseau, je ne crois pas dévoiler une vérité. Je pense que c'est un monde de femmes au départ et c'est un monde d'hommes dès qu'on parle business. Donc, et j'ai été me confronter à ça et ça a été très formateur. J'ai ouvert une pâtisserie qui est un monde d'hommes. Pâtisserie est masculine. Et la formation, beaucoup, beaucoup, et masculine aussi, énormément. De moins en moins grâce au réseau, grâce à l'infoprenariat, à tout ça. Et ce que j'ai compris, si je devais refaire quelque chose, c'est que je ne perdrais pas ce temps à vouloir être un homme et à vouloir être combattante, à être guerrière, à être dans la force, dans la puissance, mais à utiliser exactement tout ce que j'utilise aujourd'hui, c'est-à-dire la douceur, ma créativité, mon intelligence émotionnelle, ma capacité à réunir, ma capacité à dialoguer, hum, ma, ma sensibilité féminine. Voilà, c'est ça que je referais peut-être, c'est que je ne construirais plus des affaires en essayant de ressembler à quelqu'un que je ne serais jamais, mais en me servant davantage des atouts que la nature m'a donnés et qui font la force de la moitié de la population mondiale. Très riche, très intéressant. Je vais te poser une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Notre podcast s'appelle Contribution. Est-ce que tu veux bien partager avec nous ce que veut dire contribuer pour toi? Contribuer, c'est contribuer, c'est participer. C'est participer à quelque chose souvent qui est plus grand que soi, je pense. C'est construire, c'est apporter quelque chose de personnel dans un projet plus global, qu'il soit professionnel, personnel ou associatif ou familial. Enfin, c'est contribuer, on est des êtres uniques. On essaye souvent de se conformer à une image lisse, tout à fait préformatée, alors qu'on est vraiment des individus avec des particularités dont il faut se servir. Si je devais dire contribuer, c'est vraiment participer avec qui on est, apporter
notre différence pour que le monde soit pas meilleur. J'aimerais que le monde soit vraiment meilleur si on pouvait changer le monde, mais déjà le faire autour de soi et accepter, accepter ce qu'on est pour pouvoir enrichir l'autre, la relation à l'autre et la relation avec soi aussi, parce que accepter qui on est permet vraiment de partager plus et mieux. Merci beaucoup pour ces 50 minutes en ta compagnie. C'était très, très riche. J'espère que chaque auditeur pourra y piocher quelque chose qui pourra l'inspirer. Est-ce que tu veux terminer sur un petit mot en particulier ou tu as tout dit ou tu veux ajouter quelque chose ou pas? Je pense que j'ai tout dit. Je te remercie déjà de m'avoir laissé m'exprimer sur les sujets dont ceux auxquels je m'attendais pas. Mais c'était très, très intéressant. Voilà, ne perdez pas de temps à être quelqu'un d'autre, soyez vous-même. Je crois que ce serait vraiment ce que j'ai envie de dire. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour tout le temps que tu nous as accordé. Et puis je posterai, enfin avec le podcast, je mettrai les liens où on peut te retrouver, voilà, sur les différents réseaux sociaux. Oui, j'en ai pas parlé, hein, mais mon entreprise s'appelle Du côté de chez Swen et voilà, et j'en vois partout dans le monde. Donc je mettrai les liens pour tout ça. Vous pouvez voir des beaux biscuits que nous avions reçus pour l'anniversaire de Nico aussi, qui avaient été faits par Nancy et qui n'ont pas passé la soirée, tu vois. On n'en a pas ramené à la maison. Donc merci beaucoup pour tout ce temps et puis bonne continuation à toi dans toutes ces aventures.